Alors bonjour, je m'appelle Louis. Certains d'entre vous me connaissent déjà, j'ai 42 ans. Je suis frère de Saint-Jean depuis 23 ans. J'ai principalement enseigné la philosophie et la théologie au cours de ma vie. C'était un peu le fil rouge, depuis d'autres choses, mais c'était ça un peu le fil rouge. Il y a quelques années que j'ai arrêté. J'ai vécu dans différents pays. J'ai vécu j'ai passé pas mal de temps en Allemagne, en Lituanie, au Cameroun, aux États-Unis. Maintenant, j'ai vécu Londres, dans l'est de Londres, pour ceux qui connaissent un peu Londres. J'ai oublié ma trousse de toilette, donc je me suis voulu brosser les dents rasées ce matin. Et j'ai dormi le protocole. Ça me fait penser à une histoire juive que j'aime beaucoup, une histoire juive qu'un ami juif m'a raconté. C'est un juif optimiste et un juif pessimiste qui se rencontrent. Et le juif optimiste demande au juif pessimiste comment ça va, mon Dieu, de voir comment se passe ta journée. Alors le pessimiste répond c'est l'horreur, c'est affreux, ma vie est un échec, ça pourrait pas être pire. Et le juif optimiste lui dit mais si, ça peut toujours être pire. Voilà, c'est les conditions dans lesquelles je commence le topo. Pour parler de la grandeur, alors je vais le faire il y aura deux topos qui se suivront. On s'efforcera de ménager un temps de questions pour que vous puissiez poser des questions ou tout simplement réagir, dire comment vous percevez les choses. Ce topo de ce matin, il va s'appuyer pas mal sur les livres d'un auteur qui s'appelle Alexandre Diamine-Navarre, je ne sais pas si vous avez entendu parler, qui a écrit notamment un livre qui s'appelle Créer pour la grandeur, dans lequel il réfléchit à une vertu particulière qu'on appelle la magnanimité, et qu'on parlera plus dans la seconde conférence. Ce que je vais faire dans cette première conférence, c'est essayer de vous donner les bases de sa réflexion, c'est une base classique, qui s'appuie sur la philosophie grecque, pour essayer de comprendre tout ce qui fait la consistance d'un homme. Toute la thèse d'Alexandre Diamine-Navarre, c'est de dire, c'est pas simplement sa thèse, c'est la thèse de la philosophie classique en général, c'est de dire que selon la connaissance et l'estime qu'il a de lui-même, plus un homme se connaît et plus un homme se connaît capable de faire de grandes choses, et bien plus il est capable de passer à l'acte et de faire des choses grandes. Alors que plus un homme se connaît et sait qu'il est petit et mesquin, moins il a d'ambition. Donc la grandeur vient de la qualité du caractère personnel. Alors ça semble encore un peu obscur, mais ça va s'éclairer très facilement. Peut-être que la meilleure manière de se rendre compte, c'est de réfléchir tout simplement à notre expérience. Et je suis sûr que vous avez remarqué que dans votre vie, vous avez vu des catégories de personnes très différentes. Vous avez des personnes qui ont c'est un peu ce qu'on développe beaucoup aujourd'hui. Je pense beaucoup à cette chose-là. Je me rappelle cette école à New York, qui est une école un peu pour les fils et filles des grands patrons allaient dans cette école, qui était une école évidemment qui coûtait très cher. Et une école où il y avait 4 cours, et simplement les enfants étaient mis dans une pièce le matin et l'après-midi, et on leur donnait 4 problèmes à résoudre le matin, 4 problèmes à résoudre l'après-midi. Ils avaient des tablettes, des ordinateurs, tout ce qu'ils voulaient. Il fallait qu'ils résolvent des problèmes, et donc on développait ce qu'on appelle des skills en anglais, les compétences intellectuelles. Une intelligence et un brillant, sans qu'il n'y ait plus de rapport entre l'enseignant et l'enseigné. Il n'y a plus de rapport d'éducation qui enveloppait l'instruction qu'il recevait. Et il me semble qu'on a tous rencontré, et on est souvent nous-mêmes, des gens qui ont acquis des compétences techniques et des compétences professionnelles assez fortes. On sait se débrouiller. On a par exemple des qualités de conversation, des qualités de brillant pour vivre en société. On est capable de présenter bien. Et puis, il y a le caractère personnel, c'est-à-dire
la capacité que nous avons à poser des actes bons qui engagent notre vie, et on voit que ce sont deux domaines tout à fait différents. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont très brillants, et puis qui ne sont pas moralement des hommes que nous admirons. Ça peut aller assez loin, c'est-à-dire on rencontre des gens qui ont une vie professionnelle et une vie sociale assez brillante, et puis une vie morale personnelle un peu catastrophique, qui peut aller jusqu'à la double vie. Vous avez des gens qui réussissent bien en extérieur, ou qui sont extrêmement malheureux, parce que les actes qu'ils posent quand ils sont tout seuls sont des actes qui les rendent très malheureux. Ça, c'est très frappant. Je sais qu'il y a quelqu'un ici qui a travaillé en addictologie. Yes. C'est pas réveillé, donc on est ainsi tout à l'heure. C'est très frappant avec les addictions. Les addictions, ça devient le grand problème, en particulier pour les moralistes aujourd'hui, parce qu'elles se développent. Il y a un développement des addictions tel qu'on n'en a jamais vu à ce point, en particulier avec Internet. Le problème de l'addiction, c'est qu'elle développe une vie secrète, cachée, qui finit par exploser au grand jour, mais pendant longtemps, ça peut être quelque chose de souterrain. Et on a des gens très brillants qui, par derrière, ont très peu de consistance intérieure parce qu'ils posent des actes qu'ils regrettent en permanence. Ça, c'est quelque chose. Je parle de ça d'un philosophe que vous connaissez, qui s'appelle Aristote, qui a beaucoup développé ça en disant l'homme vertueux, parce que ce premier enseignement va être sur la vertu, l'homme vertueux a du plaisir à vivre avec lui-même parce que le souvenir des actions qu'il a posées lui apporte un grand plaisir. Quand vous vous rappelez votre vie comme une succession d'actes que vous avez posés dont vous êtes heureux. Là, j'ai bien fait cela, vous êtes grandiose et que vous avez sauvé le monde. Et oui, dans les circonstances de la vie, vous avez des gens qui peuvent regarder la manière dont s'est déroulée leur vie et les décisions qu'ils ont prises, les décisions dans leur vie comme quelque chose dont ils n'ont pas honte, et quelque chose qui leur donne confiance pour le faire. Et puis notre inconsistance, parce qu'on a tous nos petits secrets obscurs, notre inconsistance, elle vient des actions qu'on a posées, des pentes glissantes que nous savons avoir qui occupent plus ou moins d'espace. Et vous avez des gens, moi je le vois comme prêtre en particulier, parce qu'on parle de gens de l'intérieur, vous avez des gens qui vivent une vie sociale assez brillante et satisfaisante, qui vivent un enfer personnel parce qu'ils n'ont pas de consistance intérieure. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils ne savent pas pourquoi ils sont là. Et le souvenir de leur vie passée ne leur apporte pas beaucoup de plaisir. L'exemple le plus frappant, le plus symptomatique, encore une fois, c'est l'addiction, où le passage à l'acte dans l'addiction est une manière de ne pas affronter l'inconsistance de notre vie passée. Le souvenir de la vie passée est insupportable, et rien d'éteindre ses sentiments, c'est de passer à l'acte en consommant un produit ou un comportement, puisqu'il y a des addictions à des produits et des addictions à des comportements. Alors, qu'est-ce qui fait la différence entre ces deux? Puis, vous avez l'autre extrême, alors on va prendre les saints de Mère Teresa, tout le monde n'a pas les saints de Mère Teresa. Mais je pense à une chanson qui est assez populaire en France. Tout le monde est français ici ou pas? À peu près. Pas une aussi. Mais si, les Français, on en a aussi. Et puis je pense que nous aussi, tu connais Goldman, évidemment. Un grand philosophe. Et, vous savez, cette chanson, c'est pas coordonné. Ça a changé la vie. Ça a changé la vie. Vous avez des gens qui sont moins brillants et qui ont une consistance qui fait que la vie change autour d'eux. Vous avez des gens qui sont à la fois consistants et brillants, ça c'est mieux. Puis vous avez des gens qui sont inconsistants et pas brillants. Vous n'avez pas envie de partir en vacances avec eux, c'est pas vraiment pas de. D'où vient cette différence de tempérament en fait, entre la personne qui est consistante et la personne qui ne l'est pas? Est-ce que c'est quelque chose justement qui vient du tempérament qui est hérité par la naissance? Est-ce que c'est quelque chose qui provient de la culture? Est-ce que c'est quelque chose qui provient de nos actions? Comment est-ce qu'on peut grandir dans une vie consistante? Alors, le thème c'est la grandeur, c'est-à-dire je ne peux pas aspirer à du grand si je n'ai pas le sentiment que ma vie est consistante. Si je n'ai pas le sentiment que ma vie est unifiée, si je n'ai pas confiance en moi, si je n'ai pas l'expérience que je suis capable de faire de grandes choses, je ne vais pas les faire. Alors d'où ça vient? Alors ce que j'aimerais regarder avec vous, c'est
quelle est la marge de progrès dans notre vie, parce que je pense que c'est quelque chose qui s'acquiert, pour voir un petit peu à quoi nous aimerions que notre vie ait ressemblé quand on sera sur le point de mourir. C'est une question qu'on se posera tous un jour. À quoi voudrais-je que ma vie ait ressemblé? Parce qu'en fait, elle a déjà commencé, ma vie. À quoi voudrais-je qu'elle ait ressemblé? Je voudrais montrer que si on possède un donné initial par notre tempérament et par notre histoire, on a quelque chose, on a le pouvoir de modifier notre vie, d'agir sur notre vie, en n'ayant pas simplement un tempérament, mais en acquérant ce que les Grecs appelaient le caractère. Le caractère, c'est la forme que nous donnons à notre tempérament, à notre forme d'intelligence, notre forme de volonté. Nous sommes capables de modeler notre caractère. Le tempérament, tout le monde en a. C'est toujours évident quand quelqu'un vous dit, vous savez, moi j'ai beaucoup de tempérament. Les auteurs sont tous pareils, mais on essaie de les civiliser, donc de ne pas s'agresser mutuellement. C'est plus complexe entre les gens qui ont, c'est plus rare entre les gens qui ont ce caractère, c'est-à-dire un tempérament et qu'ils ont orienté pour faire de bonnes choses. Il y a quelqu'un qui est très connu comme ça, c'est Saint François de Sales. Alors je suis désolé pour ceux qui ne sont pas chrétiens, s'il y en a. Saint François de Sales est un personnage historique qui existait et qui avait un caractère de cochon. Il était insupportable, colérique au dernier degré. Il était assez fier de sa race, il était famille, tout ça. Il était assez odieux et arrogant. C'est devenu au fil des années un type d'une très grande douceur. C'est-à-dire qu'il a mis sa combativité au service de la conquête de lui-même. Il a un tempérament qui a été transformé par des choix. Et on a quelqu'un, Saint François de Sales, qui dit pour sa douceur. C'est le patron des gens qui vont lutter contre un tempérament colérique. Donc, je vais montrer qu'il est possible de modeler quelque chose de plus profond que le tempérament et le caractère. Et que c'est quelque chose que nous pouvons transformer, notre vie est quelque chose que nous pouvons transformer, non pas par l'acquisition de compétences intellectuelles, mais par une excellence personnelle qui est acquise à travers nos actes. C'est un petit peu ce sur quoi j'aimerais insister aujourd'hui, c'est que nous avons un pouvoir sur notre vie à travers les actes que nous posons. Alors pour ceux qui font un peu de psychologie, vous savez qu'il y a deux grandes écoles, c'est l'école française, enfin la française d'ailleurs c'est freudien, mais en France c'est ça qui fait la mode. C'est-à-dire que quand quelqu'un va chez un psychothérapeute, alors ça change beaucoup, mais souvent le psychothérapeute est d'école psychanalytique. Et vous regardez. Quand les notes, c'est l'horreur. Là j'ai fait ma 18e fausse couche. Qu'est-ce que vous en pensez, docteur? Par un mot. Et c'est une thérapie qui marche beaucoup par la connaissance. Et par l'analyse, on essaie de revenir à la cause des problèmes. On pense qu'en revenant à la cause, on va pouvoir changer les comportements. Vous avez l'autre école, qui sont les écoles anglo-saxonnes, qui sont des écoles comportementales, qui disent que c'est en changeant les comportements qu'on va changer le manière de penser. Alors je caricature, parce que ceux qui travaillent en psychologie savent que c'est beaucoup plus complexe que ça, mais vous avez quand même un peu ces deux écoles, les écoles qui partent de la connaissance, les écoles cognitives, les écoles qui partent du comportement. Ce que j'aimerais montrer, c'est que dans la philosophie classique, les deux sont importants, et quand il s'agit de notre agir et de notre consistance, ce sont les actions que nous posons qui sont importantes. Alors, je vais vous parler donc de ces actes par lesquels nous changeons notre tempérament, ces actes qui nous permettent d'acquérir ce que les Grecs appellent la vertu. Arrêter en grec, c'est l'excellence. Donc vous avez compris, vous savez qu'on reçoit par la naissance un tempérament, on le reçoit par la nature. Je ne sais pas si vous savez d'où vient le mot nature. Le mot nature vient du latin nascere, naître. La nature, c'est ce qu'on reçoit à la naissance. La nature, c'est la manière dont on est engendré, c'est ce qu'on reçoit à la naissance. Donc on a tous un tempérament par nature qui est pas mal lié à notre complexion physique. Vous avez le petit sec et nerveux, vous avez le grand indolent. Vous voyez bien que la manière dont nous sommes constitués physiquement influe sur notre caractère, pas de manière définitive, mais en tout cas, moralement, on se ressemble un petit peu au départ, on ressemble un petit peu à ce que nous sommes physiquement. Évidemment, on est façonné par notre milieu familial. Tempérament. On n'a pas d'expérience d'un tempérament à l'état pur. C'est un tempérament qui est façonné par le milieu familial dans lequel on grandit.
et puis qui est façonné progressivement par les expériences que nous faisons. Et les sciences humaines nous ont rendus très attentifs à ça, c'est-à-dire que nous ne sommes pas simplement des êtres de nature, il n'y a pas simplement ce qu'on a reçu à la naissance, par la nature, la chair, il y a ce que nous avons reçu par la culture. Nous sommes à la fois des êtres de nature et de culture, et il n'y a pas de conflit entre les deux. Quand il s'agit de l'homme, la nature et la culture vont ensemble. L'enfant sauvage n'est pas humanisé. On s'humanise par les deux, par la nature humaine, par la culture. Ce qui fait dire, de manière très classique, c'est une phrase qui revient chez des tas de poètes, mais celui qui l'a expliqué en un mot, c'est un poète anglais qui s'appelle Wordsworth, qui dit « l'enfant est le père de l'homme ». C'est l'enfant qui façonne ce que nous devons. Et ce qu'on peut remarquer, c'est que nous apprenons beaucoup par imprégnation et par imitation. C'est-à-dire, avant d'apprendre intellectuellement, nous apprenons par l'imprégnation du milieu dans lequel nous grandissons. Et nous apprenons en imitant ce que nous voyons faire aux adultes qui sont autour de nous, en particulier nos parents. Et par l'éducation que nous recevons, par le milieu familial dans lequel nous grandissons, on apprend à estimer les choses. Ça, c'est un phénomène psychologique très fondamental. On se met à estimer les choses en fonction du plaisir qui y est associé. Dans une famille, on va associer le plaisir à certaines actions. Viens faire un baiser à maman, si tu fais ton baiser, c'est bien, sinon tu auras une caloche. Donc, il y a du plaisir associé à une bonne action, à ce qui est considéré comme une bonne action, et une peine associée à ce qui n'est pas la bonne action. Et toute l'éducation, elle repose là-dessus, elle repose sur la récompense par le plaisir et le châtiment par la peine. La peine qui peut être physique, quand on donne une tape sur la main d'un enfant, mais qui est en général plutôt une peine d'ordre émotionnel, psychologique. On grandit, notre caractère se forme par la manière dont nous réagissons au plaisir et aux peines. Et nous nous formons à chacun un système de valeurs où nous associons certaines choses avec un plaisir et d'autres avec de la peine. Par exemple, l'enfant qui n'a jamais été un petit peu secoué, il va associer l'effort toujours avec de la peine. Par exemple, faire une marche en montagne, et pour lui, ça lui paraît vraiment... Vous avez déjà vu tirer un ado dans une marche en montagne? Et puis celui qui est habitué et qui va trouver du plaisir dans l'effort. La même action peut susciter un plaisir ou une peine, selon la manière dont on a grandi. C'est la même chose pour l'hygiène, par exemple. On apprend à l'enfant à avoir du plaisir à être propre, un déplaisir à être sale. C'est quelque chose qu'on apprend progressivement. Et le système de valeurs de nos parents joue énormément parce que selon le système de valeurs de nos parents, on va associer du plaisir à des choses bonnes ou non. Grosso modo, je peux prendre le tableau alors. Il y a des silos qui grosso modo, ce qu'on va récompenser, ce que dans une famille on récompense par les plaisirs, chez un enfant c'est la modération. Un enfant, on lui apprend à ne pas jeter sur le gâteau et à tout manger avec ses doigts. L'endurance. Vous allez voir pourquoi je fais cette division-là. Ou l'effort, si vous voulez. La justice. Pour ceux qui travaillent, qui ont des neveux et des nièces, la justice est cruciale avec les enfants. La justice et le bon jugement. Quand on est un enfant, il est sage, il comprend bien, il est très bon. Vous allez voir pourquoi je distingue en quatre. C'est une division commode, mais qui n'est pas absolue. Ce qui est très compliqué, c'est que
Donc, dans une famille où c'est à peu près sain, on va associer du plaisir à ces 4 choses-là. Et vous pouvez aussi être élevé, et ça arrive parce que toutes les familles sont dysfonctionnelles, il n'y a pas que la vôtre. Il arrive que dans une famille, on associe un plaisir ou un bien à quelque chose qui est complètement bizarre en fait. Vous savez, ces familles où vous entrez, la première fois que vous y allez, toutes les portes sont ouvertes. Même la salle de bain, la fête de matin, je ne sais pas trop envie de voir ce qui se passe. Tout le monde, vous avez vu des familles un peu bizarres. Il y a des limites qui ne sont pas vraiment clairement posées, c'est-à-dire les parents sont dans leur chambre et dans la vous avez des espèces de limites qui ne sont pas posées au point de vue émotionnel, au point de vue contact humain. Vous avez d'autres familles au contraire, où il y a une espèce de rigidité totale. Par exemple, se prendre dans les bras, ça paraît le conte de la vulgarité, oui. Non, je sais pas. Oui, on associe une peine à quelque chose qui est bon, c'est-à-dire se prendre dans les bras si c'est pas trop et passer la journée, c'est bien de se prendre dans les bras pour se signifier qu'on sait. Mais on va être éduqué de telle manière que par exemple on développe une énergie au contact physique. Le bras physique est bon s'il est modéré. C'est pareil, un enfant à qui on apprend dans une famille qui est très dysfonctionnelle, on peut apprendre à un enfant à se taire et à ne rien dire, parce que c'est ça qui va faire que le papa ne se met pas en colère, par exemple. Et donc on associe à quelque chose qui est vicieux, c'est l'incapacité de s'exprimer et d'entrer en relation. On associe un plaisir qui est vraiment minimal, mais c'est qu'au moins on ne prendra pas de fleurs en figure. Vous voyez ce que je veux dire à peu près? C'est-à-dire que oui, c'est très important au point de vue psychologique. Nous sommes en permanence en train de réagir au plaisir et à la peine. Là, en écoutant ce propos et en commençant à vous demander est-ce que ça va être bien, est-ce que ça va pas être bien, est-ce que je vais en tirer quelque chose de plaisant ou est-ce que je vais m'ennuyer. En fait, votre disposition psychologique elle est vraiment attirée par ce qui est plaisant et de fuir ce qui donne de la peine. C'est aussi simple que ça. Donc ce milieu dans lequel on grandit joue un rôle très important pour nous former et pour nous déformer. Selon le CID, il n'y a pas de milieu de croissance parfait. Toutes les familles sont dysfonctionnelles, c'est-à-dire que dans toutes les familles, le rapport au plaisir et au peine est plus ou moins intelligemment développé. Il y a une famille où c'est mieux que d'autres, pour refaire objectivement. Je pense que vous préférez avoir dans votre famille que dans une famille, je ne sais pas, vous-même, vous aurez appris à voler depuis que vous aviez 3 ans et vous avez récompensé si vous ramenez des billets de 500 balles le soir à la Je préfère avoir grandi avec il y a du plus et du moins, il y a quand même des valeurs qu'il s'agit de choisir. Et puis petit à petit, il y a cette éducation familiale qui joue un rôle énorme. Et puis petit à petit, on est capable de poser des actions personnelles. Au départ, on a l'impression qu'on pose des actions personnelles, mais en fait, c'est des actions qui sont le fruit du milieu dans lequel on a grandi. On met du temps à poser des actions qui soient vraiment personnelles. Et puis peu à peu, on apprend la responsabilité de nos actes. On l'apprend dans les relations avec les autres à l'école, à la fac, en entreprise, dans les milieux de travail. Et peut-être qu'un des lieux où on se met à poser des choix les plus personnels, un des lieux fondamentaux, c'est précisément les études et le travail. Très souvent, c'est quand un enfant vers la 3e seconde se met à se dire il faut vraiment que je cravache si je veux faire de bonnes études. La disposition de caractère qui se met en place, c'est que le travail est récompensé par une grande validation dans les études, dans le travail, dans sa vie, dans la réputation sociale. On choisit d'être performant ou pas. Et c'est très frappant justement que quand vous prenez l'exemple du travail et la compétence dans le travail, on a tous des copains qui ont toujours rêvé d'être pilotes de chasse et qui sont au RMI là. Parce que ce que je veux faire n'a aucun effet sur ma vie tant que je ne passe pas à l'acte.
Qu'est-ce qui fait que j'obtiens le travail que je veux obtenir? C'est que je pose des actes pour l'obtenir. Je me mets à travailler dans tel domaine, je développe des compétences dans un domaine, etc. Ce qui fait que ma vie change, c'est mes actions. Mes actions façonnent ma vie, pas mes idées. C'est très important. Il y a des beaux parleurs, il y en a beaucoup. Des gens qui réagissent, il n'y en a pas beaucoup. Et je modèle ma vie à travers mes actions. Et comme ça, vous avez le profil du paresseux, le profil du travailleur. Et je le fais en modelant à travers les capacités que j'ai. Vous avez des gens qui sont plus matheux, des gens qui sont plus manuels, des gens qui sont plus littéraires. Vous développez ces capacités-là. Alors, à l'âge adulte, on se rend compte combien l'éducation qu'on a reçue influe sur nos choix. On a appris à se comporter correctement ou pas correctement envers nos émotions en particulier. Et on a appris ou on n'a pas appris d'abord à les écouter. Quand j'étais à New York, les enfants avaient un truc qui s'appelait le mood maker. Je ne sais pas si vous connaissez le principe. C'est un petit carré comme ça, en 4 couleurs. Vous avez heureux, triste, en colère, la quatrième, je ne sais plus ce que c'est, avec des couleurs différentes. Et tous les matins dans les écoles américaines, on demande aux enfants, alors si on est où sur le mood meter, c'est comment tu te sens. Donc les enfants sont capables de s'exprimer. Maintenant, en français, en général, il y a deux émotions principales, c'est je suis en colère ou je suis content. C'est une émotion de base. Ensuite, on essaie d'élaborer un peu. On n'est pas toujours très bon les Français pour exprimer ce qu'on ressent. Et c'est un premier pas pour savoir comment le dire avec des mots un peu précis. Par exemple, si vous devez dire comment vous vous sentez maintenant physiquement ou émotionnellement, est-ce que vous avez 3-4 adjectifs? Je vais être lourd, ceci, cela, savoir un petit peu à peu près où vous demandez au niveau d'état. Et cette connaissance fondamentale de soi, elle est une clé de la cohérence personnelle. Je ne peux pas avoir une cohérence personnelle si je ne sais pas qui je suis, et pas en soi, mais maintenant. Qui suis-je maintenant et comment est-ce que je suis maintenant? Vous avez tous eu un patron psychorigide, émotionnellement indisponible, qui est incapable de dire où il est maintenant en fait. Il sait ce qu'il doit faire, mais il ne sait pas où il est. Alors ça ne me gêne pas dans la grandeur parce que je ne connais pas. Donc il y a une bonne écoute de ces émotions. Vous savez qu'il y a une écoute, une mauvaise écoute de mes émotions, c'est quand chaque fois qu'une émotion dit quelque chose, je vais le faire. Parce que là, je me retrouve à l'âge de 2 ans, je me trouve jeune. L'enfant est vraiment quelqu'un qui écoute ses émotions, il n'y a pas de problème, qui les suit. On lui apprend à faire attention. Ça paraît absurde, mais je reprends l'exemple de mon alcoolique. Moi, j'ai pas mal travaillé avec des alcooliques c'est dans tout ça que je suis alcoolique, mais pas anonyme. J'ai pas mal travaillé avec des alcooliques, en particulier quand j'étais en Lituanie et aux États-Unis. Et un alcoolique qui vous explique que, en fait, aujourd'hui c'est une journée affreuse, donc il va boire. Mais aujourd'hui c'était une journée géniale, donc pour fêter ça, je vais boire. Aujourd'hui il ne se passe rien, bon, je vais boire. Et l'émotion peut toujours nous conduire, nos émotions, en théologie catholique, on dira les conséquences du péché originel ont des chemins différents dans chacune des vies. Et dans chacune de nos vies, c'est toujours un peu les mêmes chemins, toujours un peu les mêmes ornières qu'on suit. Et on a tous un peu les mêmes addictions. Enfin, nos addictions ne nous surprennent pas, elles nous sont familières, parce qu'elles nous ressemblent, elles ne prennent pas la même forme chez les uns, chez les autres. L'un, c'est l'argent, l'autre, c'est le besoin de sécurité. Et donc, si je suis simplement mes émotions, je risque de ne pas agir en accord avec mon système de valeurs. Et la clé de la cohérence et de l'estime de moi-même qui fait que je vais pouvoir agir dans la grandeur, c'est que j'expérimente que mes actions sont en cohérence avec mon système de valeurs. C'est à ça que j'essaie de venir, c'est que il y a toute cette matière compliquée de nos émotions et de notre éducation qui est là,
Mais ce qui fait qu'il y a une cohérence intérieure, une consistance intérieure, une fierté d'être soi-même, c'est quand nos actions correspondent à notre système de valeurs. Pas de manière parfaite, puisqu'on est tous en progrès, mais ce que je vis ressemble à ce en quoi je crois. Par exemple, je crois en la valeur du service et je sers. Je crois en la valeur de la modération et de fait, j'agis de manière modérée, pas simplement quand il y a du monde, mais aussi le soir tout seul. J'arrive à agir de manière modérée. Parce que se conduire de manière convenable socialement, on sait bien qu'on le fait parfois parce qu'on est simplement contraint par la vie en société. C'est-à-dire, on ne veut pas que tout le monde nous voit nous mettre un doigt dans notre nez. Attention. Mais arriver à se conduire, c'est-à-dire pouvoir dormir avec une bouteille de whisky dans sa chambre sans se lever la nuit pour la finir. Je prends l'exemple de l'alcoolique, mais il y a d'autres exemples. Parce que qu'est-ce qui se passe quand il y a une incohérence? C'est-à-dire, il y a un système de valeurs que je professe. Je le professe parce que je vois chez certaines personnes qui marquent, qu'il y a des choses qu'il est bon de faire. Je professe ce système de valeurs, mais dans ma vie personnelle, y compris si les gens ne le savent pas, je ne suis pas ce système de valeurs. C'est-à-dire, je vis une humiliation très forte. C'est extrêmement humiliant en fait de dire je désire ceci, mais l'action que je pose n'est pas à la hauteur. Et ça me rabaisse à mes yeux. Vous voyez, j'arrive dans le thème de la grandeur. Quand les actes que je pose ne sont pas en cohérence avec mon système de valeurs, la vision que j'ai de moi-même est une vision de plus en plus basse. Je me vois de manière un petit peu grandiose, la sœur à Bernard, je me vois comme un être absolument atroce. On n'est pas atroce, on est un moyen humain. On se voit comme quelqu'un d'assez petit parce que ce qu'on fait ne correspond pas à ce à quoi on croit. Et très curieusement, c'est une expérience, je suis tout à fait prêt à la compléter, mais c'est surtout dans ce qui a rapport à la modération. Et c'est encore plus frappant chez les hommes que chez les femmes. Tout ce qui touche à l'alcool et au sexe, l'incapacité de se modérer crée une vision de soi-même extrêmement petite et basse. Pourquoi la modération plus que la justice? Vous avez des gens qui sont des vrais salauds, mais ils se sentent ils se sentent bien. Il y a la personne qui n'est pas modérée dans les plaisirs qui regardent en gros le toucher. L'alcool, c'est un plaisir de toucher. Vous savez, quand vous avez une sensation liée au toucher, assez agréable au début. Le sexe, c'est lié au toucher. La nourriture, c'est lié au toucher, c'est lié au goût. T'as déjà mangé des fruits froids du lendemain? Non, ça va, c'est le toucher, parce qu'elles sont chaudes et très grandes. Donc le toucher est le sens le plus important. C'est pour ça que je vous dis que la modération est le sens qui est. C'est la vertu de la capacité de se modérer, le plus influer sur notre tempérament, fondamentalement, parce qu'elle est à notre corps et donc à tout notre système émotionnel. Celui qui ne peut pas s'empêcher de s'enivrer et qui parfois même de l'intérieur tellement il boit, non seulement il sait que c'est une action qui est moralement mauvaise, mais il l'expérimente dans son corps. Celui qui mange trop, il l'expérimente dans son corps. Donc, curieusement, la modération, c'est une vertu très fondamentale pour l'estime de soi. C'est-à-dire de savoir associer un plaisir à un comportement modéré et une tristesse à un comportement immodéré. Alors, vous avez des cas variés. Vous avez la personne qui est vertueuse, c'est-à-dire qu'elle sait boire après ce qu'il faut. Vous avez la personne qui est vicieuse, mais qui est ce qu'on appelle intempérante, c'est-à-dire elle sait boire de la manière qu'il faut, mais elle ne le fait pas toujours. Et puis vous avez la personne qui est carrément vicieuse, c'est-à-dire elle picole complètement, elle dit non, ça va très bien, je suis vraiment super. C'est-à-dire qu'ils se rendent plus compte que l'action qu'elle pose est mauvaise. C'est ça qui est terrible avec le pervers, c'est que le pervers il est quasiment irrécupérable. Il ne voit plus que l'action qu'il pose est mauvaise. Il vous explique qu'il y a des trucs que vraiment il aime bien. Il vous dit que c'est horrible. J'aime bien arracher les yeux des chats. C'est atroce, on dit que c'est qu'elle arrache les yeux des chats.
il est juste contraint par la société pas trop le faire. L'exemple bien pire de la réaction. La réaction, c'est quand on se rend plus compte que ça. L'intempérance, c'est on se rend compte que c'est pas bon, et de temps en temps, on ne peut pas s'empêcher. Et la vertu, c'est on sait que c'est pas bon, et on ne fait pas. Ça, c'est pareil. Et petit à petit, on se rend compte que le sens de notre valeur personnelle et de notre grandeur, il va être extrêmement lié à cette cohérence entre notre système de valeurs et nos actions. Plus je suis en cohérence avec moi-même, plus je sais que je suis capable de grandes choses. Celui qui a l'impression d'être incapable de modération, en cacher petit à petit en public, parce que le propre du manque de modération, c'est que ce qui prend une part de plus en plus grande. Il grandit. Il ne faut pas croire que c'est un problème qui s'arrange avec le temps, c'est un problème qui grandit si on ne le traite pas. Le propre du manque de modération, c'est qu'il me fait me rendre compte, en fait, je ne suis pas capable de me retenir. Alors, nos actions, elles ont une influence énorme sur notre système de pensée. Quand je pose des actions justes, ça modifie la perception de moi-même, ça modifie l'image que j'ai de moi-même, et ça modifie la pensée que j'ai de moi-même. Quand je pose des actions mauvaises, je ne peux pas m'en empêcher, eh bien ça me donne une vision de moi-même qui est très mauvaise. Le problème de cette vision de moi-même, c'est que c'est ce que la vie alcoolique, c'est dire, de toute façon, pourri pour pourri, à l'envoi. Nos pensées, elles créent, c'est très frappant, elles créent des paroles. L'avare a tout le temps d'argent. Parce que j'ai vécu avec un vrai avare, c'est un truc atroce. Ça fait combien de concours? Voilà, tu vas les manger juste. C'est déjeuner, on va pas parler d'argent. Combien? C'est horrible. Parce que la pensée crée les paroles. Les paroles engendrent des actions qui engendrent des comportements, qui engendrent un caractère, qui engendrent un destin. Notre vie, elle ressemble aux actes qu'on a posés. C'est tout. Pas aux circonstances extérieures. Parce que dans les circonstances les plus parfaites, ce qui a fait la qualité morale de ma vie, c'est le caractère que j'ai acquis à travers les comportements qui sont nés des actions. Vous voyez ça à peu près? Et plus mes comportements sont en phase avec mon système de valeurs, plus j'ai confiance en moi, et plus je peux poser des actions qui sont bonnes. Les résistants, les gens qui ont tenu sous la torture, les gens qui se sont battus pour un idéal, c'est des gens qui ont une haute idée d'eux-mêmes. Le dénonciateur de son voisin, c'est en général des petites gens, des gens moches. C'est des gens qui ont une idée d'eux-mêmes très basse, qui sont envieux, jaloux, etc. Alors en France, vous savez qu'en France, c'est un des chocs des Allemands quand ils ont occupé la France, c'était le nombre de lettres de dénonciation qu'ils ont reçues. Ça n'en revenait pas que la mesquinerie des Français qui gagnent de dénoncer leurs voisins à aussi grande échelle. C'est très... vous comprenez l'idée? Je pense que oui, parce que vous êtes intelligent. L'idée, c'est que plus notre système de valeurs et nos actions sont en harmonie, plus on se sent capable de grandes choses. Et c'est là que vous voyez que les chantiers de notre enfance, ce ne sont pas des chantiers qu'on va résoudre simplement en étant efficace dans notre travail. C'est des chantiers qu'on a toute notre vie en fait. Le truc qui vous agaçait quand vous étiez en fait, c'est le même truc aujourd'hui, sur lequel il faut travailler. Une chose qui est énormément pour ça, c'est de vivre avec des gens sains, des gens en bonne santé. Choisir ses amis, parce que Aristote a ce petit exemple, il dit l'alcoolique, à force de boire, il s'est tellement abîmé le palais qu'il n'est plus capable de reconnaître un bon vin. Il boit une carré de vin.
Quand on vit avec des gens sains, on se remet le palais un petit peu en bon état petit à petit pour se mettre à apprécier les bonnes choses et trouver du plaisir dans les choses qui sont bonnes. Donc la compagnie dans laquelle on vit est très importante. Et c'est difficile de devenir grand en vivant dans un petit milieu mesquin. C'est l'Alexandre Solzhenitsyn qui était un grand résistant quand même. Il disait, c'est un proverbe russe, selon lequel ce n'est pas dans la mer qu'on se noie, c'est dans la flaque d'eau. Dans un petit milieu mesquin, c'est très difficile de grandir. C'est bien de choisir autant qu'on peut le milieu dans lequel on grandit. Chaque enfant quitte sa famille. Alors, la vertu, qu'est-ce que c'est? Ça va être une qualité acquise par la répétition d'actes difficiles. Je prends un exemple très simple, la marche en montagne. Comment est-ce qu'on se met à apprécier la marche en montagne? Au début avec peine, quand on n'est pas habitué. Il faut poser des actes qui ne sont pas familiers, qui ne sont pas, on dirait en philosophie, qui ne sont pas connaturels. Et il faut poser des actes qui vont à l'encontre du système de plaisir et de peine qu'on a créé. Si on a un système de plaisir et de peine qui est moins d'effort, plus de réconfort, il faut aller à l'opposé de ce système. C'est comme un morceau de bois qu'on voit qui est tordu. Et vous allez plier dans l'autre sens. Eh bien, la vertu, ce sont des actions qu'on pose parce qu'on sait qu'elles sont bonnes, mais qui au départ n'apportent aucun plaisir. C'est quand vous vous mettez au régime. Vous privez de frites, ça ne vous apporte aucun plaisir. Et puis petit à petit, en répétant cet acte et en voyant les conséquences, on commence à se sentir plus en forme, on se sent moins pesant, etc., etc. Ce qui était insupportable au départ devient finalement source d'une certaine modération, devient source d'une certaine joie. Et donc, la condition de la grandeur, c'est d'identifier les chantiers les mieux de ma vie où mon rapport au plaisir n'est pas modéré, n'est pas en accord avec mon système de valeurs. Donc il s'agit d'être très concret. Il y a tel domaine de ma vie où je fais des choses dont en fait je rougirais, des choses dangereuses, des choses qui ne me donnent pas l'impression d'être mieux et admis. Et bien qu'est-ce que je fais? Je vais essayer de poser des actions par lesquelles je m'éloigne de ce plaisir qui n'est pas dans l'accord avec mon système de valeurs. Et je vais trouver mon plaisir dans d'autres types d'actions. Et c'est très frappant par exemple par rapport au... bon, je suis aussi français que vous, donc je suis aussi iranien critique que vous. Vraiment, vous l'êtes beaucoup moins que moi, mais ce plaisir immense qu'a un Français quand il arrive quelque part à dire c'est bien, mais. Et à s'inoculer du poison, c'est-à-dire on arrive dans un super chalet en montagne, et puis il dit ouais, enfin, c'est un tous pour frapper la gueule des gens. Et puis on finit par se faire un truc, on est dans un lieu super, et on se pourrit la vie, parce qu'on est habitué à des choses qui sont pas bons. Et il me semble que c'est bien pour nous d'apprendre, c'est très frappant que choisir de voir le côté positif des situations, ça nous rend en meilleure forme et ça rend la situation meilleure. Puis au départ, c'est un effort. Au départ, c'est pas très agréable. Puis petit à petit, quand on vit avec des gens de bonne volonté qui voient les choses de manière positive, ben on finit par avoir un dégoût pour les gens qui sont tout le temps en train de râler. On essaie de regarder ce qui est positif. On peut changer ce comportement. Vous savez qu'il n'y a aucune école de psychiatrie ou de psychologie qui ait pu prouver qu'on puisse désapprendre un comportement initial. C'est-à-dire, si on est en mode pilote automatique, on risque de revenir vite à nos comportements enfants. Mais on peut apprendre un comportement qui transforme le précédent. C'est-à-dire, on peut ajouter une couche de comportement nouveau. On peut apprendre quelque chose de nouveau. Et ça se fait par les actions. Alors, je vais terminer pour cette première partie. Combien de temps il reste, François? 5 minutes. 5 minutes. Alors, la vertu, c'est... Essayez de retenir cette définition. C'est une disposition acquise, c'est une disposition du caractère qui s'acquiert. Et le tempérament, c'est une disposition qui est reçue par nature. Je suis sanguin, je suis lymphatique. La vertu, c'est une disposition qui s'acquiert par des actes répétés.
À force de dire la vérité, je deviens un homme véridique. À force de poser des actes de service, je deviens un serviteur. À force de mentir, je deviens un menteur. Il y a une disposition du caractère qu'on peut acquérir à tout âge, mais il vaut mieux faire au nôtre qu'à 70 ou 80 ans. C'est plus difficile de changer. On en parle malléable à notre âge. Disposition du caractère acquise par des actions répétées qui visent un juste milieu. Un juste milieu entre le plaisir et la peine. Bon, je vais le dire. Donc, le fondement de la grandeur humaine, c'est ce que Alexandre Labarre appelle l'arrêté, en grec, donc l'excellence. Le fondement de la grandeur humaine, c'est un caractère forgé par la vertu, c'est-à-dire par la répétition d'actes difficiles, mais bons selon un bon système de valeurs. Et peu à peu, ce qui était pénible au départ devient une source de joie. Ah oui, c'est ça qui est très curieux, c'est que la vertu s'acquiert par des actes répétés. Et elle fait que petit à petit, vous savez, quand vous vous habituez à ne pas... J'aime beaucoup la licence Solzhenitsyn. Et en 1972, le Time Magazine lui avait demandé que peut faire la jeunesse de votre pays pour vous aider dans votre lutte contre le système soviétique. Il avait dit pas de manifestation, pas de choses extraordinaires. Il refusait de signer, approuver, applaudir, encourager la moindre chose qui aille contre leur conscience. Et si chacun fait ça, le pays va être transformé de fond en comble. Pour poser des actes bons comme ça façonne le caractère. Le problème, c'est que poser des actes mauvais façonne le caractère de la même manière. Et c'est plus facile de poser l'acte mauvais au départ. Mais si on a été bien élevé, c'est pas ça fourchette, mais bien élevé, c'est-à-dire on a appris un comportement juste par rapport au plaisir et au bien. Alors il y a des choses qui ne changeront plus trop dans le tempérament. Si on a été mal élevé dans un domaine, il faut suivre sa pente en la remontant, comme disait André Gide. Et donc, la condition de base à la grandeur, c'est une connaissance de soi qui nous fait considérer les fautes pour lesquelles nous avons le plus fort penchant. D'ailleurs, on va faire ça, je vais pas prendre on va prendre une minute. Et essayez d'identifier dans votre tête quelles sont les fautes, les impasses que vous connaissez bien. Vous savez que ça sent un peu les égouts là. Dans lesquels vous retombez le plus facilement. Par exemple, à notre âge, vous savez, c'est comme dans l'évangile, hein, celui qui n'a jamais péché, qui jette la première pierre, ils se retirèrent tous en commençant par les plus anciens. Parce qu'ils ont une connaissance de même. Donc, à notre âge, on commence à savoir à peu près de quoi il s'agit. Quelles sont les impasses? Et la petite remarque d'Aristote là-dessus, c'est de se dire on ne peut s'en écarter qu'en allant dans la direction opposée. Ça m'a frappé aussi avec les alcooliques anonymes, c'est que toute la pédagogie des 12 éléments des 12 étapes, les 12 étapes, c'est la pédagogie des alcooliques anonymes. C'est à mon sens ce que les États-Unis ont apporté comme contribution la plus grande au point de vue spirituel au XXe siècle. C'est la plus grande contribution spiritualisée du XXe siècle. Et ça commence pour l'alcoolique qui veut s'en sortir à reconnaître qu'il est tout à fait impuissant par rapport à son comportement alcoolique. Il n'y a pas de guérison de l'alcoolisme sans reconnaissance de l'alcoolisme. Si vous avez des alcooliques dans votre famille, je me rappelle cette vieille tante qui est à 8h du matin sans whisky dans la main. Elle boit beaucoup, pas la tante machin. Non! Elle a ouvert toute la journée. C'est pas de même contenu, parce que ça. Et alors, à 16 ans, on dit, mais elle est alcoolique. On ne peut pas être alcoolique dans la famille. Quand on ne connaît pas la chose, on ne peut pas avancer.
Et il s'agit et un alcoolique vous dira, sa manière de faire le précis de l'alcool, parce que c'est pas la même chose, vous avez des gens qui ont des addictions à Internet, la solution c'est pas forcément de plus du tout utiliser Internet. Mais pour l'alcool, ça va être de ne plus boire, plus une goutte. Parce qu'une goutte provoque l'allergie complète, avec les mêmes réactions en chaîne. Donc il s'agit de trouver ces comportements-là et de prendre des comportements opposés. Alors là, je suis dans des mots très pratiques. On ne sort pas d'une pente mauvaise tout seul. C'est vraiment pas possible. On a besoin d'aide, on a besoin de pouvoir en parler. On a besoin de pouvoir en parler avec des gens qui ne vont pas dire oh, c'était temps. Ça, c'est un des trucs. Vous savez, Jésus, dans l'évangile, il pardonne tout, sauf les pharisiens, qui trouvent que vraiment c'est dégoûtant. Et il leur dit, mais vous êtes aussi pourris que tout le monde, simplement vous vous en rendez pas compte. Donc c'est très important d'avoir une oreille de quelqu'un qui peut nous écouter, pas pour nous encourager, non plus, la triste, on va boire un peu, vous êtes plus on se retrouve à deux dans quel niveau, c'est tellement plus sympa que tout seul. Mais c'est très important, parce que le problème de la honte, c'est qu'elle creuse un espace dans lequel on va se réfugier et se cacher de plus en plus. Et donc la honte, elle est extrêmement autodestructrice. Pouvoir parler de ce qui est humiliant comme comportement et auquel on revient, par exemple, je peux empêcher depuis 10 ans, je le reconnais maintenant, alors je le fais de manière très intelligente, les gens s'en rendent pas compte, je suggère, j'interroge, je suis une peste. Si je ne peux pas en parler, si je ne peux pas en parler à quelqu'un, si je en parle à quelqu'un et qu'on me dit oh là là c'est vraiment atroce, je ne suis pas comme ça, je ne peux pas le relever. Il y a moi comme prêtre, je ne suis pas Jésus, mais comme prêtre, il y a un qui m'horrifie autant que l'indignation du bon chrétien. Vous savez, il a trompé sa femme. Je ne dis pas que c'est bien du tout de tromper sa femme, mais tu portes en toi de tromper ta femme ou ton mari. On porte tous en nous. Tu es adultère, voleur, menteur, cupide. Tu t'en rends pas compte? On est tous comme ça. Vraiment, on se bat contre ces comportements. C'est vrai qu'on approuve le comportement mauvais. Mais être surpris par les mauvaises tendances de son voisin, c'est faire preuve soit d'un manque de lucidité complet, soit d'une hypocrisie qui est bien pire. Ce que porte mon voisin comme tendance un peu. Vous savez ce que dit Baudelaire quelqu'un de l'église. Et Baudelaire raconte, je vais vous raconter les tourments, je vais vous raconter les monstres et vous allez être horrifiés, mais si tu restes capable de lire ce livre, tu me comprendras. Il dit en disant hypocrite lecteur, semblable, mon frère, tu es exactement comme moi. Ne t'horrifie pas, pousse pas les pieds dans le frère, parce que c'est comme moi. Donc ça c'est une parenthèse pour dire qu'on ne peut pas avancer dans les domaines où on n'avance pas sans aide. On ne peut pas le faire tout seul, et pour ça il y a besoin de gens qui sont bienveillants. Alors je termine, et puis ce sera la base, une introduction pour le prochain petit enseignement. C'est qu'il y a 4 vertus qui sont associées, alors je vais lourdement entendre. La modération, la vertu qui est associée à la modération, qu'on appelle de manière générique en philosophie la tempérance. Un homme tempérant, c'est un homme qui est capable de mesure dans le plaisir et en particulier ceux qui touchent le toucher. Je me rappelle quand j'étais au Cameroun, il y avait un père de famille qui était venu me voir et qui m'a dit mon père, est-ce que je peux tromper ma femme, mais juste un peu? Et j'ai trouvé que c'était sympa parce que ça exprimait de manière assez ouverte ce que nous on aimerait bien, c'est est-ce que je peux faire un truc par bon, mais juste un peu? Un truc par bon, c'est pas bon, il ne faut pas le faire. La modération, la tempérance, c'est la vertu qui permet entre un plaisir trop extrême et une sensibilité à ce plaisir, de choisir juste ce qu'il faut. On a tous un cousin psychologique qui va faire polytechnique qui est complètement insensible à tout. Et on a envie qu'il s'amuse un peu et tout, mais il ne sait pas comment sourire en effet. On est flippé. Et puis on a
L'autre cousin, ça il a la vie facile, il est con, il n'a aucune tempérance. Il y a juste le lien entre l'insensibilité et l'hyper-dépendance au plaisir. Quand j'ai polytechnicien, ça s'appelle le faire ça. L'endurance, l'effort, la vertu qui correspond, ça s'appelle la vertu de force. Qui implique le savoir résister, c'est-à-dire résister à l'assaut de quelque chose qui nous semble très désirable. Et l'exercice de la tempérance, il ne se fait pas sans la force. La tempérance, son objet propre, c'est d'être modéré, c'est la modération dans le plaisir. Et cette modération, elle implique une mobilisation de nos énergies qui implique la force. La force, elle peut impliquer d'attaquer. La force se voit dans l'attaque. On a tous vu ça, vous avez vu les enfants qui sonnent aux portes et qui partent en courant. Donc ils font prendre beaucoup de courage pendant 5 secondes, et ensuite pendant 1 minute, ils vont prendre de lâcher. Parce qu'ils ont peur des conséquences de leur attaque. La force, c'est de sonner à la porte et de rester. C'est d'être capable d'endurer quand c'est difficile. Et de tenir dans la durée. Pourquoi est-ce qu'on admire les résistants? C'est à cause de leur capacité d'endurance. Ils ont résisté. La force se vérifie plus dans l'endurance que dans l'attaque, même si elle se vérifie aussi dans l'attaque. Et donc c'est un juste milieu, la force, entre la lâcheté, celui qui a peur de son ombre, et la témérité. La témérité, c'est le type qui se rend rendu compte que c'est dangereux. Donc on dit, ah, vous êtes courageux. Non, non, tu n'es pas courageux, tu as l'air courageux, mais c'est simplement, tu te rends pas compte que ce que tu fais, c'est grave. Le fou qui conduit un malade sur l'autoroute, qui est taré. C'est pas du courage. On dit la force ou le courage. La justice, alors la justice, c'est une notion beaucoup plus complexe que quand on parle de la modération et de l'endurance, on va parler de passion très primordiale qu'on ressent dans notre corps. L'endurance, c'est quelque chose de physique. Moi, j'ai eu beaucoup de chance quand j'avais 20 ans. J'étais envoyé en Lituanie et j'ai rencontré des résistants aux communistes, des gens qui avaient été au goulag. Et en fait, leur force, elle était physique. Non pas que c'était des gros costauds, mais c'était des gens dont la présence respirait la force. Une force intérieure. La justice, c'est la capacité, grosso modo, de rendre à chacun ce qui lui est dû. C'est le contraire de. C'est le contraire de la. Je trouve le mot en français, je suis à Londres. C'est le contraire de la. Self-centeredness. Injustice. C'est d'être centré sur soi, c'est d'être capable de rendre à chacun ce qui lui est dû. La justice est une extrêmement belle vertu. Quand quelqu'un est juste, par exemple, c'est très fréquent quand on sert dans un plat à table, quand on vient en communauté, c'est avec l'horreur pour s'observer les uns les autres. Comme vous savez, sur la part de pizza, il y a une part avec un peu plus de chorizo sur l'autre. Et le bon jugement, on appelle ça la prudence, c'est la plus grande des vertus. C'est la vertu qui me fait voir ce qu'il est bon de faire. C'est une vertu de l'intelligence. On dira de quelqu'un qu'il a un bon jugement. On dira d'un enfant, il est sage. Il sait ce qu'il faut faire. Et ça, ce sont des choses qui s'acquièrent. Le bon jugement, il s'acquiert beaucoup par l'enseignement. Nos parents nous ont appris ce qui était bon. Et par la fréquentation de gens qui ont un bon jugement. Qui sont connus pour ça. Donc le bon jugement, il va s'acquérir beaucoup par imprégnation et par enseignement. La justice, par des actes. La force, par des actes. La tempérance, par des actes. Lorsque on développe en soi, et il n'est jamais trop tard, lorsqu'on développe en soi la tempérance, la force, la justice et la prudence, qui sont ce qu'on appelle les vertus cardinales. Quand on veut dire cardinal, c'est la traduction en français du latin qui parle des gonds d'une porte. Ceux autour de quoi tourne la vie morale, en fait. La vie morale s'ouvre ou se ferme selon qu'on a des vertus cardinales. Ces 4 vertus cardinales, elles donnent une connaissance de soi, une confiance en soi, une cohérence à notre vie, qui fait qu'on se sent capable de grandes choses. Et donc, la grandeur, elle n'est pas un don donné par les faits, elle est le résultat de dispositions acquises, d'une transformation du caractère, par des actes répétés qui sont des actes de la vertu.
Quand on a ça en place, on va être capable de poser des actions grandes. Alors, dans la conférence qu'on aura dans un quart d'heure, ça, je ferai quelque chose qui sera une restitution, pas géniale, mais fidèle, j'espère, du livre d'Alexandre Navarre sur la grandeur. Merci beaucoup.